Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour le débrief de la semaine 2 dans Franchise QB. On se retrouve pour parler du meilleur et du pire des quarterbacks cette semaine. Et avec moi un nouvel invité, je crois pas qu'on se soit déjà vu sur ma chaîne, peut-être pendant Pas de l'intersaison, mémoire. non, il me semble pas, hein. Mais on est ensemble sur la chaîne du foot US de A à Z, vous pouvez nous retrouver le mercredi soir, notamment. Maintenant, il y a des émissions un peu spéciales quasiment tous les jours. Et donc, Léo est avec moi pour parler de cette semaine 2. Comment ça va, Léo? Eh ben, écoute, un peu mitigé, hein. Première semaine un peu, on va dire, héroïque avec notre quarterback, et puis ben, une semaine 2 où on revient un petit peu sur terre. On voit un petit peu les lacunes qui sont pas forcément liées que au QB, mais c'est sûr que c'est l'image qui ressort, c'est un peu la prestation un peu ratée. Ça marche, ouais, parce que tu es fan des Vikings Vikings. du Minnesota. Donc on va, alors on peut parler plus généralement de la situation poste de quarterback parce que tu te doutes bien qu'il sera quelque part dans le flop. Donc Oui. sur cette semaine-là en particulier, on y reviendra plus tard. Mais donc on a appris qu'il y serait blessé. Alors j'ai pas vu la durée estimée. Il est pas sur hier, donc on va estimer à moins de 4 semaines, je pense. C'est une lâche-fille et de ce que j'ai compris, le staff était comment? Sur le dossier pour aller voir sur un hip drop tackle sur la faute Mhm. en question. Donc à voir. Ok, donc le hip drop tackle, on rappelle, hein, c'est ce plaquage qui a été interdit il y a 2 ans maintenant là. Ça a fait couler beaucoup d'encre aussi pour ceux qui suivent la NRL, le rugby à 13 en Australie. Là, il y a beaucoup de ça. Donc oui, voilà, c'est ce plaquage où le hip, c'est la hanche, hein, donc on traîne le QB en l'agrippant par la hanche et en le traînant au sol. Enfin, le QB, le joueur, de manière générale, qui est désormais interdit. Donc ouais, Gigi McCarthy, donc début de saison un peu compliqué. Maintenant, il y a la blessure. Et donc, on se retrouve avec, c'est Carson Wentz, votre QB2, c'est ça? Alors normalement Carson Wentz, sauf si parce qu'on avait fait pendant la pré-saison, on avait fait jouer beaucoup Brosmer qui avait été intéressant, un QB free agent qui avait fait de bonnes prestations. Donc à voir si à l'entraînement c'est Carson Wentz qui ressort, même si ce serait logique de le voir commencer en tout cas. Et puis si mauvaise performance, peut-être le faire rentrer Brosmer un petit peu pour le voir un peu ce qu'il vaut sur un vrai match. Ah, puis avec O'Connell, on n'est pas à l'abri d'une résurrection de QB. Là, il nous a ressuscité Sam Darnold l'année Bah oui, dernière. Pourquoi pas ressusciter Carson Wentz? c'est ça, un petit peu aussi Daniel Jones, vu ce qu'il est en train de faire aux Colts. Mhm. Il l'a eu un petit peu à l'entraînement, donc il savait ce qu'il valait. Donc pourquoi pas? On va espérer, mais c'est vrai que Carson Wentz, ça lui fait quel âge maintenant? J'ai un doute comme Bah, ça. il me semble que l'année dernière, j'ai pas le truc là Il a fait info. un match chez les Chiefs, je crois. Ouais, ouais, il avait joué en week 18 C'est ça. l'année dernière. Bah, si tu l'as, 92, donc toc toc toc, ça lui fait 32 ans. 33, Ah, 30, ouais. il est décembre, donc oui, il va avoir 33. Mm. Je pensais pas qu'il était aussi jeune, entre guillemets. Je lui voyais un peu plus de bagages. Bon, ben écoute, on verra ce que ça donne. On va Oui. attaquer sur le. T'as d'autres choses à dire sur les Vikings ou on attaque sur le débrief? Non, ça me va. Eh ben allez, on attaque avec le flop 5 de la semaine. J'ai mis le pull. Pour une fois, je me suis délesté de mes Cardinals. Et puis, j'ai pris mon pull que j'ai acheté quand j'étais voir le match à Londres il y a quelques années là contre les Falcons. Et on attaque justement avec Trevor Lawrence en 5e position du flop. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le 5e, c'est mon 5e pire. Et donc le premier du flop, c'est mon pire QB de la semaine. Voilà. Trevor Lawrence, 24 sur 42, 271 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. On en avait parlé un peu pendant l'intersaison. Est-ce qu'on va pas commencer à se poser des questions du côté des Jags, parce que ce fameux QB générationnel là, ça commence à sentir un peu le roussi, non? Plutôt d'accord avec toi, oui, c'est vrai que même s'il nous a fait une première bonne prestation sur le match, ça fait quand même bientôt 4 ans qu'il est dans la ligue et on n'a toujours pas de grosse saison à rapporter de son côté. Donc oui, pour un premier choix de draft à l'époque, ça commence à faire très très long. Et surtout pour sa prolongation. Ouais, il y avait eu cette saison là où il rattrape un retard de dingue Mhm. contre les Chargers en playoff. Mais c'est vrai que
c'est vrai que ça commence à être compliqué pour Trevor Lawrence, qui ici, bah voilà, il y a le meilleur et le pire en fait, 3 touchdowns, 2 interceptions, et face à un Joe Burrow qui était pas en hyper forme au début et puis qui était plus là du tout à la fin. Mm. Hem, donc ouais, ça je sais pas ce qu'il faut penser de cette équipe des Jags en fait, Bah, disons qu'avec un QB2, tu t'attends à ce qu'il normalement il fasse la différence. Lui étant QB1, tu dois faire mmh la différence. Autant qu'au début, effectivement, avec Joe Burrow, je comprends, mais puis même vu la défense des Bengals, même si effectivement ils ont quand même, c'est moins pire qu'avant, ça reste quand même compliqué. Et donc je me suis dit, une défense comme ça, tu dois au moins te démarquer, pas ressortir à 3-2, c'est vraiment léger, on va dire. Ouais, donc voilà, Trevor Lawrence, à surveiller pour, en tout cas pour la suite. Peut-être qu'il fait partie de ces QB, sur le hot seat comme on dit, et sur lequel on se posera peut-être des questions, la saison prochaine. 4e du flop de la semaine, j'ai placé Caleb Williams, qui enchaîne une deuxième semaine un peu compliquée. 19 sur 30, 207 yards, 2 touchdowns, une interception. Les stats sont un petit peu flatteuses, ça a été compliqué contre les Lions. On parlera des Lions dans l'autre section de l'émission. Il prend 4 sacs aussi. Moi, c'est ça qui commence à me fatiguer. C'est il garde, hein, il y a ce truc en anglais là, he holds the ball forever. Il garde le ballon pour toujours. En fait, voilà, Mm. il a vraiment du mal. Ce truc-là qu'on lui reprochait déjà en sortie d'université là, de vouloir sortir, jouer au héros. Et puis, il y a des moments où ça marche, il arrive à courir un peu, etc. Mais on voit pas vraiment d'évolution du côté de Caleb Williams et la magie semble pas opérer pour l'instant avec Ben Johnson. Ouais, changement de coach, changement de philosophie, et pourtant on remarque encore les mêmes problèmes. Après, encore une fois, on va lui laisser du temps. C'est sa deuxième année, il est sophomore. On n'a pas envie de lui jeter la pierre, parce que notamment il y en a d'autres qui nous ont dit effectivement peut-être qu'une première saison c'est compliqué, mais on commence à voir les mêmes choses qu'on revoyait la saison dernière. Donc on va espérer vite qu'avec le nouveau coaching staff ça aille mieux, et on lui souhaite de faire mieux en tout cas, parce qu'on avait déjà vu des limites contre les Vikings. Là, contre les Lions, ça passe pas et le score, il est frappant, quoi. Ouais, bien sûr. Et, en plus, alors au niveau des cibles, moi je comprends pas. Alors bon, il y a Rome Odunze qui commence à se montrer un petit peu, c'est bien parce que j'avais l'impression que la saison rookie, on l'avait quasiment pas vu du tout. Bon, c'est vrai qu'il y avait du monde dans cette room de wide receiver. Maintenant, avec le départ de Keenan Allen, ça a libéré une place, mais je suis un peu surpris qu'on voit. Je sais pas si c'est un problème de Caleb Williams, c'est un problème du joueur ou un problème d'appel de jeu. On a quand même été chercher Colston Loveland très haut, dans le premier tour de la draft là et puis on le voit pas quoi. Il est quasiment pas utilisé. Ah, c'est un peu le problème. Alors, j'avais vu plus, parce que j'ai vu le match sur les Vikings, des fois, Odunze qui se retrouve tout seul et qui, des fois, lève la main en disant, ben, je suis là, lance-moi là. Et en fait, on a l'impression, effectivement, comme tu disais, qu'il cherche le gros jeu, quitte à, des fois, oublier des pistes peut-être à 10-15 yards, quitte à avoir le premier down. Mais, enfin, c'est dommage, quoi. On lui reproche un peu ça. On ne lui demande pas d'être le héros à chaque fois. Faut peut-être qu'il se remette un peu en question là-dessus. Ouais, en tout cas, Colston Loveland, on disait que Ben Johnson pourrait vouloir en faire son Sam Laporta. Pour l'instant, on le voit pas, hein. Mm. Et Caleb Williams, donc pareil, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour ces Bears là, dans une division très très relevée avec les Lions, avec les Packers qui semblent encore meilleurs que ce qu'on attendait. Donc voilà. Et puis les Vikings, voilà. Il y a toujours cette interrogation au poste de quarterback. Euh, mais ouais, ça paraît mal engagé en tout cas pour les Bears cette saison. Mais, on a joué que 2 matchs. Mm. Troisième du flop de la semaine, eh ben, il était, je crois, troisième du top de la semaine dernière. Il est troisième du flop cette semaine, Aaron Rodgers. 18 sur 33, 203 yards, un touchdown, 2 interceptions. Il y a eu un petit, comment dire, un coup de dé, là, un coup de hasard avec cette erreur sur un punt qui a redonné vie aux Seahawks. Et derrière, Aaron Rodgers redevient un peu le Aaron Rodgers des Jets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas encore une fois, comme on disait, ça fait déjà plusieurs saisons qu'on le dit, les saisons de trop, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours c'est toujours un très bon joueur, hein, mais
déjà, la mobilité, c'est compliqué. Donc, s'il compte déjà plus que sur son bras, à bientôt 42 ans de mémoire, il n'est pas éternel. Malgré tout, il a beau être très bon. Là, quand on fait face à une équipe des Seahawks qui se réveille effectivement en deuxième mi-temps, on commence à voir effectivement l'âge se montrer de plus en plus, quoi. On l'avait déjà vu chez les Jets, même s'il fait une fin de saison correcte. Là, ça va être compliqué et je sais pas si le coach aura la patience toute la saison pour le laisser faire des prestations comme ça contre des grosses équipes. Ouais, on verra si la magie opère avec Mike Tomlin. On était Mm. vachement optimiste après la première semaine. Alors, est-ce que c'était finalement tout simplement qu'il n'y avait pas d'opposition en face c'était les Jets en Ouais, première semaine. Voilà, on lui laisse le bénéfice du doute oui. évidemment vu la carrière qu'il a, mais là cette semaine en tout cas à oublier pour Aaron Rodgers. Mm. Deuxième du flop, on en a un peu parlé, on va développer sur cette semaine. J'ai placé J.J. McCarthy à 11 sur 21, 158 yards, pas de touchdown, 2 interceptions, 5 petites courses pour 25 yards quand même à souligner. Qu'est-ce qui peut faire de mieux là, J.J. McCarthy? On avait vu un début de match intéressant en semaine 1 là, et puis finalement c'est un peu rentré dans le rang. Encore une fois, pour avoir vu le match, le souci qu'on en voit, c'est que alors déjà, forcément, alors il est sur sa saison rookie, hein, qu'on se le dise, même si puisqu'il était blessé toute l'année. Il y a des fois sur certains appels de jeu, on regarde et il a peut-être allé une seconde grand maximum pour lancer. Il a sa poche qui s'effondre et puis quand t'es rookie, une fois que tu prends deux, trois, quatre fois le sac, à un moment t'as plus envie de lancer et puis je comprends. Et ce que je reprocherais en début de saison, à voir si ça continue, mais j'ai l'impression que Kevin O'Connell est très frileux sur son cahier de jeu. C'est-à-dire que je voyais, enfin, avec des QB peut-être plus expérimentés, il ouvre beaucoup plus le cahier de jeu, alors qu'avec JJ McCarthy, on dirait qu'il se permet moins d'ouvrir le jeu, il préfère de faire quelques tracés propres. Et en fait, je pense ils se frustrent mutuellement, en fait. Parce que McCarthy, t'as l'impression qu'il veut faire effectivement des gros jeux, et s'il se colle au cahier de jeu que O'Connell lui donne, en fait, ça reste du basique, quoi. Et j'ai un peu peur qu'ils se frustrent et ils se brident tous les deux. Après, ça, c'est peut-être l'effet rookie début de Oui, saison. On l'avait vu l'année dernière, j'avais un petit peu suivi le début de saison des Commanders parce que c'était Cliff Kingsbury, l'ancien head coach des Cards, qui était coordinateur offensif. Et les premiers matchs, je me disais, ah, c'est pas vrai, il recommence, c'est des screen pass, veux-tu en voilà, etc. Et puis finalement, on a vu que au fur et à mesure que le QB prenait confiance, etc., on pouvait se permettre plus de choses. Donc ça, c'est peut-être une évolution à suivre sur la saison, mais il va commencer à falloir s'y coller parce que mm, ce sera pas la semaine prochaine non. visiblement, mais voilà, son retour, va falloir essayer de voir un peu ce que ça peut donner, puis un problème de ligne offensive, hein, voilà, de ce que tu me disais. Oui, et puis ne pas oublier, enfin, alors même si c'est extra sportif, mais je crois qu'il a eu un enfant 2 jours avant le match, donc alors je sais pas si ça joue, mais ça doit jouer quand même malgré tout sur l'état dans lequel on est, j'imagine. Ça marche. Et on va finir ce flop de la semaine. Alors, je suis toujours un peu embêté avec ce genre de situation-là. Des fois, j'en mets un, des fois, je mets les deux. Des fois, je dis, oh, on n'en a pas vu assez, et du coup, il échappe au flop, au top. Mais j'ai quand même mis Justin Fields, malgré sa sortie prématurée, à 3 sur 11, 27 yards, pas de touchdown, pas d'interception, 5 courses pour 49 yards. Alors, c'est un peu que le pendant inverse, non, pardon, le même pendant que Aaron Rodgers la semaine dernière. On en avait vu, je dis ça y est, il est de retour là, regardez, il est dans le bon environnement, tout se passe bien, etc. Puis là, on retrouve le Justin Fields qui a du mal à aller à travers ses progressions. Et quand Garrett Wilson est pris, ça devient un peu compliqué, d'autant que du côté des Jets, ça regorge pas de cibles non plus. Oui, c'est ça, c'est un peu de la parodie du Justin Fields des Bears. Quand il n'a pas de solution, il préfère courir plutôt que lancer. Donc, malheureusement, ça lui a coûté son match. Donc, effectivement, sorti un peu tôt. Et Tyrod Taylor, c'est un QB2, quoi. On va pas, là, malheureusement, même si effectivement, il a une fiche qui est pas non plus horrible, il a quand même un TD, il a 63% de complétion. Pour un QB2, voilà, on peut pas en entendre plus.
Mais effectivement, Justin Fields, à voir. Je veux pas lui taper dessus parce que les Bills, c'est très fort. Hein, depuis, on a vu les 2 premiers matchs. Voilà, à voir. Ouais, donc bah voilà, il semblerait que lui aussi soit absent pour la semaine prochaine, donc ça devrait être Tyrod Taylor également. Ça y est, ça commence déjà à mettre des remplaçants à la tête de l'équipe, donc on verra ce que ça donne. Avant qu'on passe au top, est-ce que tu as d'autres performances pas terribles qui t'ont marqué, ou alors est-ce qu'on enchaîne? Bah là, comme ça, qui ressortent, non, pas spécialement, juste un petit un coup à voir pour Joe Burrow, parce que, bah, encore une fois, il repart sur 3 mois en hier. Hmm. Est-ce qu'on commence pas à avoir, parce que il est depuis son début de carrière, 200 et quelques sacs, est-ce qu'on commence pas à voir la fin de sa carrière, parce que justement, le nombre de blessures commence à s'accumuler, donc attention, attention chez les Bengals. Browning avait fait la maille, on se rappelle, pendant une saison, là, il avait réussi à peu près à colmater le truc, donc Mm, peut-être que si là ils sont quand même à 2-0 mine de rien, ouais, peut-être que s'ils arrivent à tenir autour de l'équilibre et que Joe Burrow revient, ça peut aller chercher une place en wild card. On rappelle que la division c'est déjà de base compliqué parce qu'il y a les Ravens, donc peut-être. Mais voilà, ça sent encore la saison entre les deux pour les Bengals là, c'est ça. qui arrivent pas à se renouveler depuis quelques années là. On passe au top, les meilleures performances de la semaine et cinquième du top. Je l'avais mis en flop la semaine dernière, donc j'ai eu envie de le célébrer un petit peu cette semaine, d'autant que, enfin, comment dire, il a fait une grosse performance malgré la défaite de son équipe. Russell Wilson, 30 sur 41, 450 yards à la passe, ça y va, hein, 30 sur 41, 450 yards, 3 touchdowns, une interception. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces Giants, à part que Malik Neighbors c'est incroyable, on le savait déjà. Mm. Wandale Robinson, bienvenue. Et puis non, Russell Wilson, alors la mobilité est plus la même. À un moment, j'ai rigolé parce que sur le passage du red zone, on le voit qui commence je crois que c'est sur un bootleg, il voit le trou, il commence à courir. Je dis oh là là, ça y est, la mobilité est revenue. Et puis 2 yards après, il glisse. Il dit non, c'est bon, non, c'est trop pour moi, j'y vais pas. Mais en tout cas, à la passe là, c'était solide cette semaine. Alors malheureusement, la défense est en dessous et tient pas face aux Cowboys, mais du coup, il y a cette défaite en prolongation, en plus face au meilleur kicker de la ligue, de loin. Voilà, ça joue pas grand-chose. Mais en tout cas, Russell Wilson, peut-être, peut-être. Effectivement, bah, puis multitude de cibles, Nabers, Robinson, Slayton, Tracy, Johnson, Scatebo, Singletary. Voilà, il a tenté la plupart des targets, ce qui fait que, bah, voilà, après, quand il y a la qualité aussi derrière, il lui reste quand même on a l'impression qu'il lui reste quand même un bras. Donc, voilà, s'il peut garder au moins le bras chez les Giants, ça peut être peut-être une source de réjouissance pour le coach qui, on sait, est pareil, sur un hot seat. Sur la sellette, ouais. Euh, Offensivement, on retrouve Brian Dabble en tout cas. C'est vrai Oui, que on attendait mieux de cette défense et finalement l'attaque s'en sort pas si mal. En plus, c'est ça. sans Andrew Thomas de mémoire, leur tackle gauche, donc qui devrait revenir, je crois. Donc voilà, Russell Wilson plutôt intéressant en tout cas. Mm. Quatrième du top, il aurait peut-être mérité un peu plus haut, mais il y a quand même 3 belles performances cette semaine. Mais on parlait de résurrection tout à l'heure. Daniel Jones, c'est incroyable. Oui, Alors finalement, Daniel Jones, je m'étais fait la remarque quand on avait fait l'épisode Power Ranking cet été là, des QB qui est pas si vieux que ce qu'on croirait. Je crois qu'il a un truc genre 28 ans. Enfin, oui, c'est ça. Peu de mais choses près, oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Mais bon, il semblait déjà enterré après sa fin d'expérience compliquée avec les Giants. Et puis finalement, 23 sur 34, 316 yards, un touchdown, pas d'interception. Un touchdown au sol, bon, c'est un QB sneak, je crois, ou un touche-push, comme la semaine dernière. Mais ouais, finalement, ces Colts, c'est vrai qu'on disait, oh, ils ont réussi à faire le taf avec Anthony Richardson et Minshew, ils sont toujours dans la course. Bah là, Daniel Jones, là-dedans, il s'inscrit parfaitement. Et puis, c'est pas que des petits jeux, c'est pas que Jonathan Taylor.
voilà, on arrive quand même à utiliser. Moi, j'ai toujours été un petit peu critique de cette escouade de receveurs des Colts, c'est-à-dire, bah, il n'y a pas de vrai receveur numéro un. Michael Pittman, ouais, bon, ok, serait pas numéro un dans beaucoup d'équipes de la ligue. Et puis là, bon, on arrive à servir un petit peu tout le monde. Et puis Taylor Warren est aussi Oui. bon que ce qu'on attendait. Voilà, ça marche bien pour ces Colts. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, comme tu disais, il a distribué à tout le monde. On a un 2 3 4 5 joueurs avec au moins 40 yards. Donc, c'est. Et puis, comme je disais, j'étais intervenu sur la prévue des Colts, c'est-à-dire que c'était Daniel Jones, c'était pile ou face. C'est-à-dire, soit il s'intègre complètement et effectivement, ça leur permet bah, clairement, on peut le dire, de se positionner pour les playoffs, surtout avec une division qui est quand même assez simple à prendre, on va dire, pour leur côté. Et bah, comme je disais, d'un pile ou face, mais là, on a plus l'impression qu'on est du bon côté de la pièce que du mauvais côté, effectivement. En tout cas, au début. Donc, à voir. Et puis ouais, tu parlais de la division. Les Texans sont décevants, on va dire, par rapport Oui, à ce qu'on en attendait. On attendait qu'ils roulent un petit peu sur cette division. Bon, encore une fois, on a joué que 2 matchs, mais oui. ouais, il y a quelque chose à aller chercher, clairement, ouais. Mm. On passe en troisième position. J'ai placé Lamar Jackson, 19 sur 29, 225 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. 13 petits yards au sol, c'est pas dans ses habitudes, mais il n'y a pas besoin de faire plus cette semaine. On découvre, voilà, on sort des receveurs un peu du chapeau. Wallace, DeAndre Hopkins qui a 2 touchdowns en 2 matchs. Qui fait pas beaucoup d'apparitions, on va dire, par match. Je me demande si sur le premier match, il a pas une réception pour un touchdown. Je crois que c'était ça contre les Oui, de Bills. mémoire, oui. Et là, il y a eu un gros jeu qui échoue à 1 yard de la ligne et puis touchdown un petit peu plus tard. Ouais, ça marche bien pour Lamar Jackson. Pas besoin de faire plus face à une faible équipe des Browns, mais voilà, le taf est fait et bien fait. Ah, c'est ça, en fait, il a réussi à s'adapter rapidement à ce que les Browns avaient mis en place défensivement, à savoir le presser rapidement et donc l'empêcher de courir. Il a fait ce qu'on attendait de lui, donc à la passe, voilà, il a trouvé ce qu'il fallait trouver pour ce qu'il fallait. Donc à part Zay Flowers, c'est vrai que, enfin Zay Flowers et DeAndre Hopkins, c'est vrai que les autres c'est 20, autour des 20 yards, donc voilà. Il a cherché effectivement beaucoup plus des Flowers, mais il a quand même su diversifier ses passes et se déjouer justement de la défense qui était quand même assez agressive, qui allait beaucoup, beaucoup le chercher, en tout cas au début de match. Et ben voilà, il a fait le match qu'on attendait de lui, surtout à la passe. Ouais, surtout dans un match où on sait que les Ravens s'appuient beaucoup sur leur jeu au sol. Et ici, on l'a C'est dit, ça. ça n'a pas marché pour Lamar, ça n'a pas marché pour Derrick Henry, qui, Mhm. pour l'avoir en fantasy, je crois qu'il finit à 20 et quelques yards. Enfin, 23, ouais. ouais, c'est ça, il a fini à 2,3 points. Super. Mais du coup, voilà, on montre en tout cas qu'on est capable de gagner de différentes manières du côté des Ravens. Et c'est ça qui compte finalement. Mhm. Surtout, voilà, la division paraît encore plus simple maintenant avec la blessure de Joe Burrow. Faudra surveiller les Steelers évidemment, mais bon, je veux pas être méchant pour les Browns, mais bon, la défense est quand même semble là en tout cas. Oui, elle est intéressante. Et Joe Flacco, quand voilà, on lui demande de jouer petit jeu, de faire fonctionner le jeu au sol, on a vu contre les Bengals que ça peut marcher. En tout cas, je trouve cette équipe des Browns, pour en avoir dit du mal il y a quelques secondes, est quand même évidemment un petit peu au-dessus de ce qu'on attendait. C'est pas le paillasson de la ligue. Clairement, clairement. Et ben, ok, on passe numéro 2 du top de la semaine. Et je suis très content parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur qui pour moi était toujours le meilleur quarterback de sa QV de draft. Drake May, 19 sur 23, 230 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, 31 yards au sol avec un touchdown. Ça y est, la ligne offensive, ça commence un petit peu à se régler. Comment il s'appelle leur premier Campbell Mm. avait eu un match compliqué en week 1 et là en week 2, ça va mieux. Donc la ligne offensive marche bien et Drake May il a su faire ce qu'il fallait pour aller gagner ce match qui n'était pas donné finalement avec une opposition des Dolphins un peu plus solide que ce à quoi on s'attendait après leur week 1 compliqué.
Ils avaient intérêt, c'est sûr, les Dolphins avaient intérêt à réagir, hein. Après, en tout cas, la week 1, faire l'impression que ça allait être les paillassons, en tout cas, de la ligue, vu ce qu'ils avaient montré. Donc, ils ont, bah, effectivement, ils ont remontré effectivement du répondant, et bah, Drake May, la ligne offensive, elle lui a laissé en tout cas suffisamment de temps pour lancer. Et bah, quand il a le temps et quand il est serein, il te sort une feuille à 80, plus de 80% de complétion. Donc, ben, qu'est-ce que tu veux? Après, effectivement, il a ce qu'il faut au niveau receveur, et quand il les trouve, il est suffisamment précis pour les trouver, pour des bons yards. Donc, continuer comme ça, et franchement, effectivement, on les mettra pas loin d'être dernier dans la ligue, et pourquoi pas peut-être un peu plus haut que ce qu'on avait prévu, parce que les Dolphins, ça commence à faire peur, et bah, les Jets, voilà, Moi, à je les voir. avais assez haut dans mes pronos d'avant-saison. J'ai fait, vous savez, il y a un site qui s'appelle NFL Playoff Predictor là, où on rentre tous les résultats des matchs, puis ça nous donne le classement. Et finalement, moi, je les avais en wildcard. C'est Patriots. Alors, ce sera peut-être un peu compliqué. La division, il y a les Bills 2 fois. Ce qu'on avait vu en week-end était pas hyper rassurant non plus face aux Raiders, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En Mm. tout cas, ils seront pas très loin, et en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'ils ont adressé leur ligne offensive, qui est celle de l'an dernier. Franchement, je pense que c'est la pire ligne offensive que j'ai jamais vue de ma vie. C'était une catastrophe ambulante. Mm. Euh, donc, euh, voilà, on voit que quand on commence à lui laisser un peu de temps, ça commence à cliquer pour les Pats. Et numéro un, vous vous en doutez un peu, pour ceux qui ont le titre de l'émission, hein, j'ai intitulé les Lions sont-ils de nouveau les Lions? Donc forcément, avec une fiche comme ça, c'était compliqué de pas mettre Jared Goff en tête. 23 sur 28, 334 yards, 5 touchdowns et pas d'interception. Finalement, on se disait après la première semaine, ouais, bah sans Ben Johnson, ça patine, ça patine. C'était peut-être les Packers qui étaient vachement plus forts qu'attendus en fait, et Oui, peut-être que les Lions sont finalement toujours les Lions, ou alors c'est les Bears qui sont beaucoup plus faibles qu'attendus, et on sait pas trop où se jauger, mais en tout cas voilà, Jared Goff là, dans une situation comme ça où il joue comment on dit, le point guard, le meneur de jeu parfait, voilà, ça roule bien, puis plein de cibles différentes. Jameson Williams, on le voit pas beaucoup, mais il fait plus de 100 yards pour un touchdown. Voilà, il trouve un peu tout le monde, et puis le jeu au sol continue de marcher, et à la fin, ça fait une fiche comme ça, qui est presque voilà une journée au bureau pour Jared Goff, on a c'est l'impression, ça. mais faut quand même souligner la très belle performance. Bah ouais, clairement, voilà, t'as quasiment tout dit. C'est-à-dire que bah, quand il est dans un siège, dans un fauteuil, bah, voilà, il trouve ses receveurs. Et puis, bah, vu la qualité de ce qu'il a sur l'escouade offensive, bah, ça fait le score qu'ils ont fait, hein. Une cinquantaine de points, c'est ce qu'ils avaient un peu l'habitude de mettre l'année dernière. Donc, bah, c'est impressionnant. Et enfin, encore une fois, ça dépend. Il va falloir voir sur le long terme si les Packers sont vraiment très très forts, ce qu'ils montrent effectivement pour l'instant, ou si c'est les Bears qui sont vraiment très très faibles, mais ce que je leur souhaite pas en tout cas, même si c'est Euh, la même division. Toi qui suis bien cette division, est-ce que tu as un avis sur Lions, Packers ou autre? C'est vrai elle paraît relevée et à suspense cette division. Bah, alors pour l'instant, des deux premières semaines, on peut dire qu'il y a deux wagons, hein. Il y a le wagon Bears-Vikings qui est plus se pose des questions plutôt qu'à trouver des réponses. Et derrière, les Lions qui pouvaient s'inquiéter derrière avec une défaite contre les Packers, qui se disent qu'en fait, non, les Packers sont vraiment là cette année, en tout cas de ce qu'ils montrent. Et bah, en fait, ils sont dans le même train, donc ça va être à voir si sur le match retour, ils arrivent à récupérer un petit match et sortir en 1-1 de la confrontation. Et ouais, je pense il y aura deux wagons, et que pour le coup, ça va être Packers Lions, et puis derrière Vikings Bears qui se battront pour la troisième, je pense. C'est vrai que sur le papier, les deux devraient aller en playoff. Après, Ouais. on verra qui prend la division, mais c'est vrai que ces Packers sont quand même assez impressionnants. Et puis Sincèrement, maintenant qu'ils ont une défense, bah oui, l'ajout de mm, Micah Parsons, ça vous change une vie. Et puis finalement, on s'inquiétait un petit peu de ce backfield défensif mm, du côté des Packers, et on se rend compte que bah, quand le QB est toujours par terre, peu importe qui y a derrière, c'est c'est ça. compliqué de lancer. Mm.
Est-ce que tu as d'autres performances à souligner cette semaine? Un petit mot pour le Justin Herbert qui continue toujours zéro interception, qui fait un match à 242 yards à la passe, 70% de complétion et puis 2 TD. Donc ben voilà, il reste sur les prestations de son premier match, il reste propre. Il n'en fait pas plus que ce qu'on lui en demande et il rend un match sérieux contre des Raiders qui avaient su peut-être surprendre une équipe des Patriots qui était peut-être pas encore prête, mais justement, puis surtout, alors, au-delà de sa prestation à lui, c'est la prestation des Chargers qui a réussi à faire déjouer pas mal Geno Smith. Donc voilà. Alors c'est un détail statistique, mais tu dis 0 interception. Je sais pas si tu as vu qu'on lui a comptabilisé le fumble de Marion Hampton. Ah, Il y a des joueurs fantasy qui ont râlé parce que forcément ça a bouleversé un peu les oui. points. Donc c'était un fumble sur un end-off en fait, et vu que Marion Hampton n'a jamais eu la possession du ballon, on considère que tu peux pas fumble si t'as pas la position. Donc c'est Justin Herbert qui a été crédité pour ce fumble. Bon, Ok. c'est un petit détail, Oui. c'est pas révélateur, mais c'est vrai que les Chargers on s'inquiétait un peu avec la blessure de leur tackle, et puis bah ils vont être là surtout dans une division où les Chiefs Ils sont pas là. voilà, ils commencent de manière compliquée. Mm. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus. C'était chouette de t'avoir. Bon, on se retrouvera sûrement peut-être plus tard dans la saison, Ouais, bah merci de m'avoir invité, c'est super. ailleurs ou ici, mais voilà, en tout cas, Exactement. t'es le bienvenu. Et je rappelle que tout le monde est le bienvenu hein, sur la chaîne. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience de podcast. Le but, c'est qu'on discute calmement pendant une demi-heure, trois quarts d'heure autour des perfs des QB. Ça fait plaisir d'échanger. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens nouveaux, d'avoir des fans de différentes franchises aussi. Voilà, euh, pour avoir un peu le point de vue. Souvent, on a un point de vue un peu général parce qu'on ne regarde pas l'intégralité de tous les matchs. Donc, forcément, quelqu'un qui suit une équipe aura un avis beaucoup plus approfondi. Donc, n'hésitez pas à me contacter en retour là sur YouTube, sur X, sur Facebook ou partout où je partage la vidéo. Voilà, et puis à nous faire vos retours si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce classement de la semaine. Merci Léo, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve sûrement la semaine prochaine dans Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao.